Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, Vladimir Poutine. Mais qui ne connaît pas cet homme puissant et tout aussi influent dans le monde de la politique? Le 31 décembre 1999, Elstine a annoncé sa démission de manière inattendue et a nommé Poutine président par intérim. Promettant de reconstruire une Russie affaiblie, l'austère et réservé Poutine a facilement remporté les élections de mars 2000 avec environ 53% des voix. En tant que président, il a cherché à mettre fin à la corruption et à créer une économie de marché fortement réglementée. Mais ce que bon nombre de personnes ignorent, c'est que Vladimir Poutine est un ancien officier du renseignement russe et un homme politique qui a été président de la Russie de 1999 à 2008 et de 2012 à nos jours. Il a également été premier ministre du pays. Vous êtes sans doute curieux de savoir comment un membre du KGB est-il devenu l'un des présidents les plus puissants au monde. Alors, pas de panique les gars. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous parlerons du parcours de ce célèbre homme quitté d'espion à président de la République. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires similaires. Alors, entrons dans le vif du sujet. Vladimir Poutine a servi pendant 15 ans comme officier du renseignement étranger au KGB, l'agence de renseignement étranger et de sécurité intérieure de l'Union soviétique. En 1990, il a pris sa retraite du service actif du KGB avec le grade de lieutenant-colonel. Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie depuis 1999. Au cours de cette période, il a transformé le pays en une société autoritaire et militariste. Il a réussi à envahir 2 des voisins de la Russie et à renforcer les liens avec la Syrie et l'Iran. Il a l'intention de s'opposer à l'ordre mondial occidental et cela semble fonctionner. Poutine, Vladimir Poutine. 17 ans de l'homme le plus puissant du monde. Pour comprendre comment un seul homme peut avoir une telle influence sur ce pays, il faut remonter au chaos et à la corruption qui ont envahi la Russie après la chute de l'Union soviétique. Lorsque le mur de Berlin est tombé, Poutine, âgé de 40 ans, travaillait comme espion clandestin en Allemagne de l'Est pour l'agence de sécurité soviétique, le KGB. L'Union soviétique s'est dissoute en 15 nouveaux pays, dont la nouvelle fédération de Russie. Aux yeux de Poutine, la Russie vient de perdre 2 millions de kilomètres carrés de territoire. Il qualifiera plus tard cet événement de catastrophe géopolitique majeure du siècle, déplorant que des dizaines de millions de ses compatriotes se retrouvent hors du territoire russe. Le nouveau gouvernement a dû vendre près de 45 000 entreprises publiques telles que des sociétés d'énergie, d'exploitation minière et de communication qui avaient été gérées par le régime communiste. Et c'est le chaos. L'économie russe est en chute libre et toutes ces entreprises se sont retrouvées entre les mains de quelques hommes extrêmement riches, connus aujourd'hui sous le nom d'oligarques russes. Dans le même temps, le nouvel État russe a du mal à se mettre en place. Le premier président de la Russie, Boris Eltsine, était très impopulaire pour avoir coopéré avec l'Occident. Et pour ne rien arranger, il était alcoolique et de nombreux Russes pensaient qu'il était une source d'embarras. Pour rester au pouvoir, il s'est appuyé sur le soutien de ses oligarques, leur cédant une grande partie du pouvoir politique. Ce graphique montre comment les inégalités se sont en fait aggravées après la chute de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là que Vladimir Poutine entre en politique. Il quitte le KGB en 1991 et devient maire adjoint de Saint-Pétersbourg. Poutine utilise sa position pour accorder un traitement spécial à ses amis et ses alliés du secteur privé. Il les aide à structurer des monopoles et à réglementer leurs concurrents, devenant ainsi rapidement le favori des oligarques. En peu de temps, il a constitué un réseau de soutien composé d'oligarques, de patrons du crime et de responsables de la sécurité, pour la plupart d'anciens officiers du KGB comme il l'était. Avec leur aide, il accède rapidement aux échelons supérieurs du nouvel État russe. En 1999, Boris Eltsine nomme Poutine, encore relativement inconnu de la politique nationale, au poste de Premier ministre. Nationaliste acharné, Poutine craint que Eltsine ne laisse les États-Unis dominer la Russie et que l'OTAN, l'alliance qui a œuvré pendant des décennies pour contenir l'influence soviétique, ne s'étende aux nouveaux pays libérés et n'entoure la Russie. L'objectif de Poutine est alors de construire un État russe fort, à la fois stable sur le plan intérieur et capable d'exercer une plus grande influence sur ses voisins. Il a rapidement eu sa chance. Dans le chaos post-soviétique, on assiste à une escalade de la violence en Tchétchénie, une région qui a fait officieusement sécession de la Russie au milieu des années 90. Les seigneurs de la guerre et les terroristes tchétchènes pénètrent sur le territoire russe et attaquent la frontière. En 1999, une série d'attentats meurtriers tue plus de 300 personnes dans plusieurs villes russes, dont Moscou. Poutine, le nouveau Premier ministre, accuse immédiatement les séparatistes tchétchènes d'être responsables des attentats. Il apparaît régulièrement à la télévision russe, affirmant qu'il va venger la Russie. La population se rallie rapidement à lui. La cote de popularité de Poutine passe de 2% avant les attentats à 45% après les attentats. Des journalistes ont par la suite découvert des preuves suggérant que les services de sécurité russes auraient pu être complices des attentats de Moscou,
sachant peut-être qu'il susciterait le soutien d'un homme fort comme Poutine. Mais une enquête d'État minutieuse a rapidement étouffé toute théorie divergente. La Russie lance donc une guerre populaire et dévastatrice en Tchétchénie. La capitale Grozny est rasée par les bombardements russes et certains estiment que près de 80 000 personnes sont mortes. En moins d'un an, la Russie a réussi à ramener la Tchétchénie sous son contrôle. En décembre 1999, Eltsine démissionne soudainement, faisant de Poutine le président par intérim en mai, pendant la campagne sanglante en Tchétchénie. Poutine remporte l'élection présidentielle. Il commence à façonner l'État russe selon sa vision. Le favoritisme et la corruption restent quelques-uns de ses principaux outils, mais il supprime rapidement les oligarques sous son règne. Ceux qui soutiennent Poutine sont récompensés, ceux qui ne le font pas sont éliminés. Autrefois, l'homme le plus riche de la Russie, le critique du Kremlin et ancien magnat du pétrole Mikhail Khodorkovsky a été condamné à 14 ans de prison. Ceci sur une nouvelle condamnation pour détournement de pétrole. Il s'agit en fait d'une vendetta de Vladimir Poutine pour Khodorkovsky de s'impliquer dans l'opposition. La politique ayant apprivoisé l'oligarchie, Poutine était désormais libre de porter sa vision en dehors des frontières de la Russie. À l'époque, les relations avec les États-Unis étaient plutôt bonnes. Poutine a même passé des vacances dans la résidence d'été de George W. Bush. Je regarde l'homme dans les yeux. Je l'ai trouvé très franc et digne de confiance. Mais les choses étaient sur le point de changer. En août 2008, la Russie envahit la Géorgie, une ancienne république soviétique. C'est une démonstration d'agression et de force de la part des séparatistes pro-russes. La Russie annexe rapidement 2 parties de la Géorgie, suscitant des condamnations dans le monde entier. Il est intéressant de noter, cependant, que Poutine n'était pas président pendant l'invasion. En effet, la constitution russe stipule que le président ne peut exercer que 2 mandats consécutifs, mais ne fixe aucune limite au nombre total de mandats qu'il peut exercer. Poutine a donc repris le rôle de Premier ministre lorsque son successeur trié sur le volet, Dmitri Medvedev, était président. Lorsque Obama est élu président des États-Unis en 2008, ils tentent de rétablir les relations avec la Russie et ils font quelques progrès, notamment pour limiter les arsenaux nucléaires des 2 pays. Mais Poutine reste paranoïaque quant aux intentions des États-Unis et reste opposé à ces nouvelles relations. Il est particulièrement gêné par les interventions américaines au Moyen-Orient, notamment en Libye en 2011. Il reproche publiquement à Medvedev de ne pas avoir opposé son veto à cette action au Conseil de sécurité de l'ONU. Poutine annonce sa candidature à la présidence et remporte les élections 2012 avec une marche grotesque. Injuste, dit Dmitri, cet outrage ne peut pas continuer. Je suis ici pour dire non à Poutine. Poutine entame une nouvelle fois son 3e mandat dans le chaos. Il double son style de gouvernance autoritaire à l'intérieur et sa stratégie militariste à l'extérieur. Mais dans les 2 cas, il fait preuve d'une grande maîtrise de l'information. Depuis son arrivée au pouvoir en 2000, Poutine a gardé un contrôle strict sur la télévision russe. Pour l'essentiel, tous les organes d'information sont des machines de propagande appartenant à l'État. Son régime décide des sujets qui sont diffusés et de la manière dont ils le sont, en le dépeignant toujours comme le puissant leader russe. En 2012, il s'est attaqué aux droits de l'homme et aux libertés civiles, indiquant clairement qu'il n'y avait pas de place pour la dissidence dans sa Russie. En utilisant la télévision d'État par exemple, il a mené une campagne féroce contre un groupe de musique féministe et de défense des droits homosexuels, les Pussy Riot. La dernière et la plus bruyante de ses performances a été la soi-disant prière punk à la cathédrale du Christ Sauveur, où les membres du groupe ont crié des choses plutôt profanes pour être criées à l'église. Bien entendu, 3 membres du groupe punk Pussy Riot ont été reconnus coupables et condamnés à 2 ans de prison. Poutine a également renforcé sa stratégie étrangère agressive. Il a utilisé des méthodes militaires traditionnelles, comme l'envoi d'armes et d'avions de combat pour aider le dictateur Bachar al-Assad à mener une guerre civile sanglante en Syrie. Mais le régime de Poutine a également développé et encouragé la cyberarmée la plus efficace du monde, et il l'a utilisée pour semer la pagaille en Occident. Ces pirates ont volé des informations confidentielles américaines, pirater des politiciens, des comptes de messagerie et même couper l'internet de la Géorgie pendant l'invasion des troupes russes. Et bien sûr, ils ont tenté de saboter la campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016. Les hackers russes ont également lancé des campagnes de propagande pour soutenir des candidats de droite en Europe. Avec cela, Poutine espère exploiter et approfondir le clivage politique dans des démocraties occidentales. En 2014, la vision de Poutine a culminé avec le ciblage de l'Ukraine, un autre ancien pays soviétique. Le président ukrainien s'ouvrait à l'Occident et Poutine craignait qu'il ne rejoigne l'OTAN. Les hackers russes ont donc lancé une campagne de propagande contre lui, attisant les protestations dans la grande partie orientale pro-russe du pays. Il a ensuite envoyé des troupes russes déguisées et peu de temps après, la violence a éclaté. L'armée russe entre en action. Et au début de 2014, Poutine a annexé la Crimée. Il continue de soutenir les combats en Ukraine. Et à ce jour, 2017, plus de 9000 personnes sont mortes. Le monde entier se met à protester mais Poutine ne cède pas. Vous voyez ? Sa politique étrangère agressive réussit à affaiblir ses voisins tout en ralliant les Russes autour de lui. Mais il a fait tout cela au détriment de son propre peuple.
Ces invasions ont entraîné des sanctions sévères de la part de l'Occident, empêchant les entreprises russes de faire du commerce sur les marchés occidentaux. La valeur de la monnaie russe a chuté et l'industrie énergétique dont dépend la Russie s'effondre. Il est difficile d'imaginer que la Russie puisse continuer dans ces circonstances. Mais l'élection de Donald Trump apporte un nouvel espoir pour la vision de Poutine. La rhétorique de Trump a notamment été douce envers la Russie. Il pourrait lever les sanctions et affaiblir l'OTAN, libérant potentiellement de l'espace pour que la Russie redevienne une puissance dominante. En gros, depuis que ce dernier est devenu président de la République, il a apporté plusieurs changements dans son pays. Au cours de 2 décennies de règne de Vladimir Poutine, il a consolidé son règne et projeté au peuple russe une image de la Russie en tant que puissance mondiale. Il a transformé la Russie d'un État démocratique naissant en un État autocratique, a élargi l'influence de la Russie au Moyen-Orient, a renforcé les relations de la Russie avec la Chine et a affiché une volonté d'utiliser la force pour atteindre ses objectifs, comme lors de son annexion de la Crimée en 2014 et de sa grande invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Dès lors, pour tous ceux-là qui se demandent parfois pourquoi Vladimir Poutine est-il toujours au pouvoir, il faudrait juste savoir que lorsque Vladimir Poutine a été nommé président en 1999, la constitution russe limitait le président à 2 mandats consécutifs. C'est pourquoi, après la fin de son 2e mandat en 2008, il a été Premier ministre avant de redevenir président en 2012. Cependant, en janvier 2020, Poutine a rédigé un amendement constitutionnel qui lui permettait de rester président pendant 2 mandats supplémentaires. Il a été inclus dans un ensemble d'amendements qui ont été approuvés par le législateur russe et, en juillet 2020, par les électeurs russes lors d'un référendum national. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée au président russe Vladimir Poutine et son ascension d'espion du KGB à président. Nous espérons par la même occasion que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, nous vous prions de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus de vidéos sur des histoires similaires. Par la même occasion, nous vous prions de nous laisser dans les commentaires les sujets et les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien.